Personne ne t'expliquera jamais ça clairement. Quand tout s'effondre, le gouvernement ne réagit pas comme toi. Il ne panique pas, il ne débat pas, il ne demande pas l'avis de la population. Il applique une liste de priorités, courte, froide, déjà prête. Et pendant que la majorité cherche des réponses, certaines décisions sont déjà prises, certains accès sont déjà coupés, et certaines choses ne t'appartiennent déjà plus. La vraie question n'est pas si quelque chose va être pris, mais quoi, dans quel ordre, et surtout, avant que tu t'en rendes compte. La toute première, c'est la communication. La toute première chose qu'un gouvernement sécurise, ce n'est pas l'armée, ni les frontières, ni même l'économie. C'est la communication, avant tout le reste. Tours radio protégée, fréquences d'urgence réservées, télévision nationale sous contrôle, réseau satellite priorisé. Tout est pensé pour que la parole officielle continue de circuler, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que celui qui contrôle l'information contrôle la réalité perçue. Même quand Internet tombe, même quand ton téléphone devient un simple presse-papier hors de prix, même quand les réseaux sociaux disparaissent du jour au lendemain, les autorités peuvent encore parler. Elles peuvent transmettre des messages, donner des ordres, rassurer la population ou orienter la peur dans une direction précise. Pendant que toi tu dis « j'ai aucune info, je ne comprends pas ce qui se passe », eux savent exactement quoi dire, quand le dire et surtout ce qu'ils veulent que tu saches et ce qu'ils préfèrent garder sous silence. Deuxième priorité, les ressources clés. Pas demain, pas après, immédiatement. Carburant, médicaments, eau potable, nourriture à longue conservation. Tout ce qui permet à une société de tenir debout quand tout vacille. Et attention à un détail crucial. Ils ne les prennent pas après le chaos. Ils les prennent avant même que tu comprennes qu'il y a un chaos. Pendant que la majorité pense encore à un simple incident, les entrepôts sont déjà sécurisés, les accès restreints, les livraisons discrètement redirigées. Les stocks destinés au public changent de statut sans annonce officielle. Ce qui était hier civil devient aujourd'hui réserve stratégique. Rien n'est improvisé, tout est planifié. Et à ce moment précis, tu réalises quelque chose de très simple, mais très brutal. Ce qui était disponible pour tous, sans question, sans limite, devient soudainement prioritaire pour certains. Pas pour toi. Pas pour tout le monde, pour ceux qui décident. Troisième priorité, les infrastructures clés. Ensuite, le gouvernement verrouille les endroits qui permettent encore au pays de fonctionner, même au ralenti. Centrales électriques, stations de pompage, raffineries, nœuds ferroviaires stratégiques. Tout ce qui maintient une structure minimale est immédiatement placé sous contrôle. Pas pour que toi tu sois confortable, pas pour préserver ton quotidien, mais pour que le système, lui, survive. L'objectif n'est pas le bien-être général, c'est la continuité opérationnelle. Résultat, l'électricité ne disparaît pas totalement. Elle devient sélective, calculée, dirigée. Certains quartiers plongent dans le noir complet, sans explication, pendant que d'autres restent mystérieusement alimentés. Les lumières restent allumées là où c'est jugé nécessaire, utile ou stratégique. Ce n'est pas un hasard, ni une panne aléatoire. C'est un choix. Et spoiler, ce ne sont jamais tes rues, ni ton immeuble, ni ton quartier qui font partie des priorités. Quatrième, la mobilité. Quand tout s'effondre, bouger devient immédiatement dangereux, incontrôlable, imprévisible. Alors, le gouvernement agit vite sur tout ce qui permet le déplacement. Les routes, les ponts, les frontières, les transports publics et privés. Barrages improvisés ou permanents, contrôles renforcés, zones soudainement interdites d'accès. Pas toujours annoncées, pas toujours expliquées, parfois présentées comme temporaires, parfois justifiées par la sécurité, parfois sans aucune justification. L'objectif est simple, ralentir, canaliser, limiter les mouvements. Parce que quand les gens peuvent se déplacer librement, ils peuvent fuir les zones à risque, s'organiser entre eux, créer des réseaux parallèles ou contester les décisions prises d'en haut. Et ça, pour un pouvoir en crise, c'est extrêmement inconfortable. Moins les déplacements sont fluides, plus le contrôle est facile. La mobilité devient alors un privilège, pas un droit, accordé à certains et retiré aux autres. Le cinquième, c'est les armes. Non, ce n'est pas un mythe. Quand l'ordre vacille et que les repères disparaissent, la priorité devient extrêmement simple. Qui peut faire quoi et avec quoi ? À ce moment précis, la question de la force devient centrale. Les forces armées sont renforcées, mobilisées, repositionnées. Les stocks d'armes et de munitions sont sécurisés, inventoriés, parfois déplacés. La possession, même légale, devient soudainement un problème de sécurité. Pas parce que tu représentes une menace immédiate, mais parce que le pouvoir ne tolère plus l'incertitude. Dans un monde instable, la force doit rester centralisée, contrôlée, prévisible, pas partagée, pas dispersée. L'objectif n'est pas l'équité, c'est le contrôle. Plus la situation est tendue, plus toute capacité de riposte indépendante devient inconfortable pour l'autorité. La logique est froide, mais cohérente.
Celui qui détient la force détient la stabilité, ou au moins l'illusion de l'ordre. 6e, l'argent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'argent n'est pas la première priorité à sécuriser. Un simple chiffre sur un écran peut attendre. Mais quand les mesures frappent, elles sont brutales et immédiates. Compte gelé, retrait limité, paiement bloqué. L'argent ne disparaît pas réellement, mais il devient immobile, inaccessible, incapable de circuler librement. Et là, tu comprends une vérité brutale. Ce qui n'est pas physiquement à portée de main, chez toi ou sous ton contrôle direct, n'est pas vraiment à toi. Cette immobilisation transforme ton patrimoine virtuel en un outil de pouvoir pour ceux qui le contrôlent. Tandis de toi, tu te retrouves démuni face à une ressource essentielle à la survie quotidienne, sans possibilité de l'utiliser comme tu le ferais normalement. Voilà ce qu'on ne te dit jamais. Le plus inquiétant dans tout ça n'est pas forcément ce qui est pris ou sécurisé, mais la vitesse à laquelle ces mesures peuvent être mises en place. Tout peut se dérouler en quelques heures seulement, parfois même avant qu'une annonce officielle ne soit faite, laissant la population totalement désarmée et démunie face aux décisions. Ce n'est ni par méchanceté, ni par un complot digne d'un film hollywoodien. C'est simplement que, lorsqu'un État se retrouve en crise, sa priorité n'est jamais de chercher la justice ou l'équité. Il cherche uniquement à survivre, à préserver son fonctionnement minimal et ses ressources stratégiques, quitte à laisser la majorité impuissante face à l'évolution rapide des événements. Quand tout s'effondre, le gouvernement ne prend jamais ses décisions au hasard. Tout ce qui est sécurisé ou contrôlé est choisi avec un objectif précis, afin de garantir sa capacité à continuer de fonctionner malgré le chaos. Il prend ce qui lui permet de voir ce qui se passe, de communiquer efficacement, de se déplacer là où c'est nécessaire, de se défendre contre toute menace et de décider rapidement des actions à mener. Pendant que la majorité de la population se demande « qu'est-ce qui se passe ?», le vrai jeu stratégique est déjà en cours, invisible mais efficace. La question n'est pas « est-ce que ça peut arriver ?», mais bien « si ça arrive ». Es-tu prêt mentalement à réagir ou seras-tu complètement surpris et dépassé par les événements ? C'est la fin de notre vidéo. Si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne.